Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Après avoir longé la côte brésilienne depuis Recife, on arrive dans la baie de Guanabara, à Niterói, une ville reliée à Rio de Janeiro par un pont qui traverse le littoral oriental du pays. Elina nous a rejoints. Elle est écologue. Ça veut dire qu'elle sait étudier et mesurer l'impact des activités humaines sur leur environnement. Ça va nous être utile pour ce qu'on veut étudier ici. Clément est skipper. Si j'ai fait appel à lui, c'est pour organiser notre prochaine traversée de l'océan Atlantique. Quand on va quitter le Brésil, c'est lui qui va manœuvrer. Salut les filles! Ça doit en drainer des déchets tout ça. T'imagines un énorme bassin comme ça avec un tout petit goulet vers l'océan, avec des villes partout autour, tu dois voir la pollution directe, quoi. Peut-être nous inspirer parce que je crois que nous aussi on a peut-être quelques problèmes de gestion des déchets. C'est vrai que ces déchets, ça commence à m'énerver. Sur un bateau, c'est pas comme à terre. On peut pas les cacher. Petit à petit, ils grignotent de la place. Ça va être notre mission ici. Mieux comprendre le monde des déchets. Et voir si des solutions low-tech ont été développées. On va rencontrer Alex Grael, fondateur d'un projet qui sensibilise les jeunes des favelas à l'environnement. Ça a l'air de bien se marrer, hein. Ouais, ça va. Un programme d'insertion scolaire construit autour des sports nautiques. L'association Grael va nous héberger le temps de notre enquête. Bonjour, bienvenue au projet Graal. Obrigado. La traversée s'est bien passée? Un peu long. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y a des enfants qui faisaient de la voile dehors. Là, il y en a qui faisaient des petits chœurs en bois. Ça paraît être une école un peu bizarre, non? Ici, les enfants apprennent un métier. Ils apprennent également à respecter l'environnement de la baie de Guanabara. Et nous utilisons donc le bateau comme un élément éducatif. Avec la voile, nous créons tout simplement une connexion avec le thème de l'environnement. Il faut avoir une façon intelligente d'approcher les gens, pour les toucher et leur faire entendre les choses. C'est très important. Et le travail que vous faites avec le nomade des mers est d'autant plus important. Alex est pionnier dans la lutte pour préserver l'environnement de la baie. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que la pollution augmente, de plus en plus de Brésiliens se mobilisent pour améliorer l'état des plages. Chaque semaine, de nombreux bénévoles nettoient et ramassent tout ce qui a été déversé sur la plage de Charitas. Sylvia Pires est biologiste et participe à cette collecte des ordures. C'est du plastique de haute densité, du plastique dur. C'est du PP, le polypropylène. Et ils sont obligés de marquer le numéro? Oui, oui. Il y a 8 types de plastique référencés. Et maintenant, qu'est-ce que ça va devenir, ces déchets qu'on a ramassés? Tout le matériel sera pesé et ça nous dira combien les plages ont produit de déchets. L'organisation internationale responsable de cette initiative reçoit les données. Ça permet de vérifier la production de déchets de toutes les plages du monde. Ah ouais, le fait que tout le monde autour du monde ramasse le même jour les déchets, ça donne un indice de la santé de la planète à ce moment-là. C'est une journée de réflexion sur la pollution de notre planète. Le plastique, pour moi, c'est le pire.
car il se divise en plusieurs particules très petites, minuscules. Quand les poissons avalent ces particules, soit ils meurent, soit ils les assimilent. Ce qui veut dire que nous mangeons de la nourriture contaminée. Ce plastique peut prendre plus de 450 ans pour se décomposer. Heureusement, aujourd'hui à l'école, les nouvelles générations ont des cours d'éducation environnementale. Et ça aide les adultes à comprendre qu'il faut maintenir un environnement vivable. En fait, pour l'environnement, c'est l'éducation qui est la clé de tout changement. L'éducation et le ramassage sont deux bonnes solutions. Maintenant, en ce qui concerne le recyclage, j'ai une bonne piste. À quelques pas des plages de Copacabana et Ipanema, Bruno Temer, designer, a conçu une machine de recyclage originale. Une unité mobile qui, dans la rue, donne aux Brésiliens la possibilité de broyer et fondre les plastiques qui les encombrent, pour les transformer en figurines et leur donner une seconde vie. Il s'est inspiré du projet open source nommé Precious Plastic, qui laisse des plans disponibles sur Internet pour aider des makers comme Bruno à travers la planète. Je ne suis pas du tout un expert industriel, mais on a réussi à recycler du plastique, donc techniquement c'est possible. Être copié, ce n'est que le premier pas. C'est être copié et amélioré, puis testé à nouveau pour que d'autres la copient encore. C'est ça le but de l'open source. Je pense que cette solution est orientée vers la prise de conscience. Dans une utilisation à petite échelle et pas vraiment dans une solution colossale. Je ne crois pas pouvoir résoudre 10 milliards de plastiques dans l'océan. Il faudrait 10 milliards de machines et beaucoup de gens pour opérer. C'est intéressant de montrer que ça marche et que ce n'est pas un monstre, une industrie compliquée. On peut vraiment le faire. Au Brésil, beaucoup de matériaux sont recyclés. Les gens les ramassent, les vendent et tout va bien. Par contre, le polyéthylène et le polystyrène comme ça, le polyéthylène de haute densité, ils se recyclent tout aussi bien que celui-là, mais ils sont plus légers. Donc, il faut en assembler un énorme volume pour que ça devienne intéressant, parce que les entreprises leur rachètent au poids. Du coup, ils ne les ramassent pas dans la rue? Oui, ils collectent dans les poubelles et ils choisissent ce qu'ils veulent. Alors le but de mon projet, c'est d'attirer l'attention sur les autres plastiques. Parce que ça, c'est de l'argent et ça, c'est du déchet. Où se trouve la limite qui les sépare? Il fallait donc prendre ça et lui donner de la valeur, pour que ça ne finisse plus dans les fleuves. Mais si on évite le recyclage, c'est l'idéal. La bouteille est une bouteille et elle reste une bouteille. On vit sur un bateau et on se rend compte que si on veut trier les déchets, mais les trier vraiment bien, il faudrait peut-être 15 ou 20 poubelles différentes. Comment tu fais chez toi? Est-ce que tu as des bonnes idées? Chez moi, je n'ai pas de bouteille. C'est la solution parfaite pour éliminer les déchets. Mes enfants me demandent « Qu'est-ce que je fais de ce pot de yaourt ?» Tu le nettoies et tu le gardes. La bonne solution pour votre poubelle, c'est de bien choisir ce que vous achetez. Si je comprends bien, tu nous conseilles de rien jeter en dehors du bateau, de tout garder, et quand les déchets arriveront à ce niveau-là, on trouvera des solutions. Peut-être qu'avant d'être comme ça, vous direz « Oh là là, il y a un problème. Il faut que l'on trouve une solution. » Mais à mon avis, la solution arrivera quand vous prendrez conscience de ce que vous rapportez sur le bateau. J'ai hâte de découvrir sa machine, mais il va falloir attendre qu'il finisse de la bricoler. Bruno a raison. Le mieux, c'est de ne rien considérer comme un déchet. Le plastique, par exemple, c'est un matériau génial s'il est bien utilisé. Il faut imaginer comment chaque objet qui n'est plus utile peut continuer sa vie. Là, on a par exemple un magazine qui va renaître sous forme de panier à fruits. Le système D ici, on appelle ça la Gambiara. Avec Clément, ça nous a motivés pour faire une expérience de recyclage. On aimerait transformer des vieilles bouteilles de lessive en pales pour notre éolienne. Avec des matériaux qu'on a pu récupérer à droite à gauche, on fabrique un hachoir pour découper les bouteilles
un four pour les fondre et un moule vraiment basique pour donner la forme de pale. Ça, c'est un hachoir à papier qu'on a récupéré, avec lequel on va pouvoir hacher le plastique en copeaux, ce qui va nous permettre de pouvoir le faire fondre ensuite. Je suis en train de fabriquer un four, donc c'est une boîte en bois avec de l'aluminium à l'intérieur pour qu'on fonde le plastique à 130 degrés et ce qui nous permettra de le mouler pour faire une forme de pale. Donc c'est pas un four super bien, c'est juste pour faire nos premiers essais, valider le concept et après on l'améliorera un peu parce que c'est pas terrible de chauffer avec ça. Alors ça marche ? Eh bien c'est prêt, il n'y a plus qu'à tester. On l'a trouvé au Sénégal, on savait pas à quoi ça allait servir et c'est exactement le truc qu'il nous fallait. Point de vue ergonomie, on a quelques petites améliorations, je pense, à faire. Je crois qu'on a suffisamment de plastique. Alors, on doit être bon pour une première pale. Carrément. Alors. Allez, c'est parti. Tac. On met bien en dessous, je pense. Bon, ben, moi j'y crois. La baie de Guanabara est très polluée, mais pas uniquement à cause du plastique. Ici, le raccordement aux égouts est payant. Du coup, beaucoup déversent leurs eaux usées directement dans la baie. Résultat, seule la moitié de ces eaux est traitée avant de plonger dans la mer. Je crois que si j'étais un poisson, je serais parti depuis longtemps. Elina veut en savoir plus sur les conséquences de cette pollution. Elle a l'idée d'aller voir du côté de la culture de moules. Oui, parce qu'une moule filtre l'eau pour se nourrir. Elles sont donc de bons témoins. Ces bidons récupérés sont des sortes d'immeubles à moules. Elina rencontre Edmar, un pêcheur qui les cultive depuis plus de 50 ans. Ça fait pas mal de moules, tout ça. Et comment on Vous faites comment pour les récolter? On ramasse chaque bidon. Ils font 40 kilos. 40 kilos chacune? Plus ou moins. J'aimerais avoir les mêmes muscles que vous. Eh oui, on est fort. La pollution de la baie va avoir un impact sur la culture de moules. Ici, heureusement, toutes les moules ne sont pas encore contaminées. Mais il existe des espèces qui le sont, parce qu'elles n'ont pas assez de nutriments. Elles sont intoxiquées par des algues. C'est pour ça qu'on les cultive et qu'on les sélectionne sur la roche. On fait des semences pour qu'elles se développent. Si l'eau est propre, les moules seront saines et se développeront. Mais ici, le problème, c'est que les gens jettent tout dans la mer. Ils vivent de la mer et jettent dans la mer. Ils contaminent leurs propres moyens de subsistance. Avant, on pêchait des tonnes de poissons. Aujourd'hui, il en reste peu. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus rien dans la baie. Avec cette pollution, Edmar doit maintenant pêcher hors de la baie pour trouver du poisson sain. Pour moi, pas question de manger les moules de Guanabara. Je préfère de loin les insectes qu'on élève sur le bateau. Ça va moins bien avec les frites, mais au moins on sait ce qu'ils ont mangé. C'est la première fois qu'on récolte des grillons. Et donc on va les peser à chaque fois qu'on en récolte pour voir quelle production il y a.
Il y a 5 grammes, c'est pas énorme. Ça va les poules. Hop. Voilà les prochaines victimes. On les grille. Ouais. Ce que je te propose, c'est de mettre un peu d'ail. Ouais, ail, et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Sel, poivre? Ouais. Vas-y. Ça fait des pop grillons. Je le ferai pas tous les jours. Hein. Les vers, ça fait un peu comme des lardons, mais ça... N'empêche, de devoir tuer nous-mêmes notre nourriture, ça fait réfléchir. Ouais, c'est clair. J'ai envie d'en faire moins souvent. Ça leur redonne de la valeur. Mais pas du goût, par contre. C'est joli. La bouche. Je pense qu'on devrait trouver des moyens pour les cuisiner plus appétissants, tu vois. Peut-être sans qu'on voit l'insecte en entier. C'est un goût d'ail. Moi, je suis pas contre l'idée, mais il faut trouver des solutions pour que ce soit plus appétissant. Pas mal. Toi, entre vers et grillon, Vert. tu manges que des vers. Mais tu vois, même vert, j'ai le choix entre un plat sans et un plat avec. Je préfère un plat sans. Ça n'a pas un goût extraordinaire, mais ça rajoute quelque chose, une consistance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, une bonne partie de la population. Donc si tu Hélène, il y a 2 milliards de vers, personnes qui mangent des insectes régulièrement. Oui, mais parce qu'ils sont habitués. Mais pour tous ceux qui ne sont pas habitués et qui pourraient passer aux insectes, pour tout cela, je pense qu'il faudrait trouver des solutions de les cuisiner plus appétissantes. Un ver bourguignon. Un ver bourguignon. Ce matin, je retrouve Bruno pour une première démonstration du fonctionnement de son invention. Pour faire cette machine, tu as dû l'adapter à ton contexte local? Il fallait penser à quelque chose de petit, simple, pas cher. Pour le transporter derrière un scooter et tourner dans les rues pour montrer le projet aux gens. On peut l'essayer, la machine? Oui, on peut l'essayer. C'est bon? Je t'en prie. Ok. C'est parti. Waouh. C'est efficace, hein. C'est pas mal parce que nous on l'a fait à la manivelle et c'est vraiment fatigant. L'intention, c'est d'avoir un processus rapide pour que les gens puissent se rendre compte très vite de la transformation du plastique. C'est ça qui a un impact. En 1 mètre carré, tu vois l'histoire d'un déchet qui devient une ressource qui se transforme en quelque chose. Ça, je trouve ça génial. C'est génial. Ouais. Donc là, on peut comprendre tout le processus. On broie le plastique pour avoir une bonne taille, on met le plastique dedans, ça chauffe et après on injecte dans le moule. C'est ça l'intention. C'est parti? Il faut juste attendre quelques minutes. C'est un peu chaud. On ouvre le moule et on l'attrape. Chaque produit a sa propre histoire. Les gens savent d'où ça vient. C'est le plastique qu'ils ont ramené. On pourrait ne faire qu'un seul moule, mais ce serait le seul produit que la machine pourrait produire pendant toute sa durée de vie. Génial cette machine. Le projet Precious Plastic, dont s'est inspiré Bruno, se propage dans le monde entier. J'adore ce modèle.
et je sens qu'il y a un potentiel énorme dans tous ces savoir-faire qui peuvent être transposés dans le monde low-tech et devenir accessibles à tous. Depuis notre arrivée, Hélène organise des visites de nomades des mers pour des centaines de jeunes du centre Graël. Je crois que le discours de Sylvia sur le pouvoir de l'éducation l'a convaincue. Vous aviez vu notre bateau? Non. Non? Moi, oui. Cool. Je vais vous montrer une carte de notre expédition. Partis de France il y a 6 mois, nous sommes allés au Maroc, puis au Sénégal, ensuite le Cap-Vert. Ensuite, nous avons traversé l'Atlantique. 23 jours en mer. Nous sommes arrivés à Recife, puis à Rio et Niterói. Toutes ces plantes que vous pouvez voir, c'est un système hydroponique. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de terre. Il y a juste de la fibre de coco pour que les racines puissent se fixer. Cela permet de faire pousser beaucoup de choses dans un petit espace avec un peu d'eau. Comment ça s'appelle? Système hydroponique. Je suis une bonne professeure. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est la culture d'insectes. Pour devenir grand, il leur faut 3 mois. Ils ne mangent que de la farine. C'est pour cela que c'est très écologique. Ils ne boivent pas beaucoup d'eau, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, seulement de la farine. Et quand ils sont un peu plus grands, on met un peu de légumes, du chouchou. Mais quand même, j'imagine que c'est difficile de s'adapter à ce type de nourriture. C'est vrai, mais pour le moment, on n'en mange pas beaucoup car on ne peut pas en récolter tout le temps. Il faut que vous goûtiez. Ils sont déshydratés. C'est muito bon. J'aurais adoré avoir la machine de Bruno sur le bateau. Un jour peut-être. En attendant, il faut qu'on fasse avec les moyens du bord. On va voir si ce qui sort de notre moule ressemble plus à une pale d'éolienne qu'à une bouteille de lessive. Alors? Eh ben, on va voir ça. Hey! Oh là! C'est beau, hein? Enfin, là. Il y a une zone où c'est pas mal, ouais, c'est pas très homogène. Je pense qu'on a un petit manque de température. Je crois que le décapeur thermique, il pointait vers là, alors ça chauffe beaucoup moins en dessous, en fait. Ouais, peut-être après la taille des morceaux. Ça peut être pas mal, quand même, hein? Ça laisse penser qu'on peut y arriver. Tu le vois, l'aérodynamisme, là? Non, pas encore. Un bon premier test. Ça me met en confiance. Et les conseils que m'a donné Bruno nous aideront à faire mieux. Maintenant qu'on commence à s'y connaître un peu sur le monde des déchets et du recyclage, on va voir quelles mesures prendre sur Nomades des mers. Réunion du ministère du recyclage. Ça, je pense que ça doit être du 4 aussi. 5. Voilà, donc en 5 fait, et 4. je pense qu'en alimentation, il y a plus souvent du 4 et 5. Quoi. Déjà, peut-être qu'on essaye de se dire que ceux qu'on peut recycler, on les garde, on fait des bacs séparés. Ouais. Et ceux pour lesquels c'est plus compliqué, on essaye de minimiser quand même la conso. On achète moins. Ah ouais, donc on va avoir combien de poubelles? Parce qu'il y a aluminium, acier, plastique, on en a combien? 4. Et compost. 9 poubelles. Ça va être intéressant de mesurer dans notre histoire d'autonomie, l'autonomie en eau, en nourriture, en énergie, mais aussi notre autonomie en déchets. Bon, on aura appris pas mal de choses quand même à Rio. C'est quand même quelque chose qu'on gérait très mal, les déchets. Ben ouais, il était temps de s'en occuper. Bilan, on va limiter l'import de déchets au maximum. Mais ça paraît difficile de se passer complètement de certains emballages. Alors ceux qui restent, on va les trier par famille. Il existe plusieurs sortes de plastique destinés bien souvent à des usages différents. C'est pourquoi un système de code a été mis en place. PELD, PP, PEHD, PET précisent la nature du plastique et donc s'il est recyclable.
Nous quittons la baie avec le souvenir de belles rencontres. Bruno, Alex et les enfants, chacun à sa façon, mettent en pratique quelque chose pour l'environnement, avec peu de moyens et beaucoup d'inventivité. On n'a pas trouvé une low-tech miracle qui résout le problème, mais on commence à avoir une idée du challenge mondial que représente la gestion des déchets. Ciao Rio! Et la bonne nouvelle, c'est que des industriels aux consommateurs, chaque maillon a le pouvoir d'améliorer les choses. Pour nous maintenant, c'est cap sur l'Afrique du Sud. Direction Madagascar, avec un bon mois de traversée, j'espère pas trop mouvementé.